Bonsoir à tous. Alors, on se retrouve pour un nouveau direct IR stream. Hop là. Est-ce que tout le monde peut me confirmer que tout marche bien sur VK et sur Telegram? Bonsoir Gérard, bonsoir Béatrice, bonsoir André, bonsoir Christina. Bon, l'image a l'air d'être bonne, mais bien sûr, pour éviter un écho, je peux pas tester le son, ni sur le PC, ni sur le téléphone. Donc, est-ce que vous pouvez me confirmer qu'on m'entend bien? Bonsoir Dom, qui me dit que tout va bien sur Telegram. D'accord, impeccable. Christina et André me disent que tout est OK sur VK. Bon, impeccable. Impeccable. Pour un des derniers hier stream de cette année, c'est l'avant-dernier, plus exactement. La semaine prochaine, il y aura un direct hier stream. Par contre, dans 15 jours, il n'y en aura pas. Et il n'y aura pas de site rep non plus. Je serai en déplacement, donc désolé, je ne referai pas l'expérimentation de la qualité du Wi-Fi de l'hôtel pour faire un direct. On va éviter, on a fait une fois, ça suffit. Ça suffit, donc on va éviter. On va éviter. Donc, avant-dernier site rep de l'année 2025. Et on va parler d'un thème qui est revenu sur la table lors des dernières interviews que j'ai faites avec entre autres des réfugiés, donc des gens qui ont été évacués des localités qui viennent d'être libérées, entre autres Krasnoarmeysk, plus l'interview d'une dame, Valentina, que j'ai publiée hier, interview faite par Laurent, concernant donc l'évacuation de cette dame qui a fui Avdiivka quand nos gars sont passés par le fameux tunnel souterrain, là, par l'énorme tuyau. La première opération tuyau, on va dire ça comme ça, avant celle de Souja, donc elle a traversé la ligne de front à pied en fait, littéralement, avec tous les dangers que ça comportait. Elle a expliqué beaucoup de choses intéressantes et chose qui est assez incroyable, c'est que alors que j'avais pas du tout posé la question concernant l'organisation des Anges Blancs, eh bien Valentina nous en a parlé spontanément. Alors les anges blancs. Alors j'ai quelqu'un sur Telegram qui m'avait souligné la ressemblance avec les casques blancs en Syrie. Je vois que les gens arrivent. Bonsoir Patricia. Bonsoir Alexandre. Et effectivement, il y a un peu la même idée. C'est-à-dire, officiellement, c'est une organisation qui est chargée, entre autres, d'aider les gens à évacuer la ligne de front. Enfin, les localités qui sont en danger côté ukrainien. Ça, c'est la jolie façade. La réalité, c'est que cette organisation, eh bien, en fait, s'occupe de... Comment je peux appeler ça? D'évacuer de force les enfants avec ou sans leur famille. Et je dis bien avec ou sans leur famille. Et quand je dis avec leur famille, c'est-à-dire que quand ils les évacuent avec la famille n'a pas le choix. D'accord ? C'est-à-dire que les gens ne peuvent même pas décider de rester pour ensuite passer sous contrôle russe. Si les anges blancs débarquent chez toi et découvrent qu'il y a des enfants, tu dois évacuer. Voilà. Alors soit tu prépares quelques affaires, soit ils t'attrapent par la peau des fesses et ils te sortent de force de chez toi. Donc c'est ce que nous a expliqué Valentina, c'est qu'entre autres, des fois il y a eu usage de la violence physique pour évacuer certaines familles de force, qui ne voulaient pas partir. Alors, elle nous a parlé aussi d'une façon pour trouver les enfants, parce que comment est-ce qu'ils les trouvent? Là, entre autres, ils ont réutilisé la bonne vieille technique qui avait été utilisée à Artyomovsk. Donc celle qui avait été décrite par Sergueï et sa femme, c'est-à-dire d'un seul coup, sorti de nulle part, alors que tout le monde, y compris les enfants, est censé, enfin tous en tout cas qui voulaient avoir évacué la ville, d'un seul coup, ils se pointent avec de l'aide humanitaire spécifiquement ciblée pour les enfants.
des jouets, des livres pour enfants, des vêtements, des petits pots pour bébé, des trucs comme ça. Et puis regarde qui vient chercher cette aide. Et puis après, il s'avouait ce qu'il faut aller faire une descente. Ce qu'elle nous a expliqué aussi, c'est qu'ils interrogent les gens aussi. Alors ça, une des dames que j'ai interviewées qui vient de Krasnoarmeysk, donc de Pokrovsk, m'a expliqué que là-bas, c'était carrément, ils payaient les gens. Ils payaient les gens. Voilà, donc tu donnes des informations sur où se trouve un enfant, 1000 grivnia. Voilà. Donc tous les alcoolos et les drogués qui étaient encore dans la ville se sont fait de l'argent pour se payer leur dose en vendant littéralement les enfants de leurs voisins. Voilà. Alors moi, ce qui m'interroge quand même, et ça, on va rejoindre l'enquête que j'avais menée et que Vassili Prozorov, ancien officier du SBU, avait menée en 2023, pour ceux qui se souviennent. J'avais interviewé plusieurs personnes évacuées d'Artyomovsk qui m'avaient expliqué donc comment les anges blancs littéralement chassaient les enfants. C'était de la chasse. C'était littéralement un safari. La question c'était mais pourquoi? Et le pourquoi, c'est Vassili qui a répondu. Vassili Prozorov, qui a découvert lors d'une de ses enquêtes tout un réseau d'agents ou d'anciens agents du SBU liés avec d'anciens du MI6 pour envoyer des enfants en Grande-Bretagne, soit pour des réseaux criminels, vous avez compris, soit pour du trafic d'organes. Donc soit pour des détraqués sexuels, soit pour du trafic d'organes. Plus on avait eu cette dame qui avait témoigné, donc elle qui était en RPL, en République Populaire de Lugansk, comment au tout début du déclenchement de l'opération militaire spéciale, la directrice de l'école où était sa fille avait pris son fils, 10 gamins de l'école, et les avait évacués sans prévenir les parents vers Severodonetsk, avant de les faire partir vers Lvov, puis Loutsk. Avec interdiction aux gamins d'appeler les parents, etc. Bon, heureusement, la gamine a réussi à contacter sa mère. Je sais pas comment. En tout cas, bravo à elle. Et donc, la mère a fait tout le voyage à travers la Biélorussie et la Pologne pour aller récupérer sa gamine. Elle a dû faire un scandale pas possible. Au début, il voulait pas lui rendre. Et quand ils lui ont rendu la gamine, ils la lui ont rendue avec de nouveaux papiers d'identité. Voilà. Un nouveau certificat de naissance, soi-disant original, alors que l'original était avec la mère, où elle était déclarée comme orpheline. Voilà. Hein. Et les gamins devaient être envoyés en Pologne. Voilà. Après, on sait pas. Donc c'est très clair que toutes ces trucs d'évacuer de force des gamins de la ligne de front, ça pue violent. Hein. On est bien d'accord que le but, c'est clairement pas le bien-être des enfants en question. Surtout quand tu les enlèves sans leurs parents, puisque effectivement à Artyomovsk, il y avait eu des cas comme ça, où des enfants avaient été emmenés pendant que les parents étaient partis chercher de l'aide humanitaire. Une des dames de Krasnoarmeysk m'a d'ailleurs dit que y avait des cas où justement ils avaient défoncé des portes, les anges blancs avaient défoncé des portes de maisons ou d'appartements quand ils étaient convaincus qu'il y avait des enfants à l'intérieur et que les adultes n'étaient pas là ou que les gens ne répondaient pas. Elle a même expliqué que pour les repérer, ils utilisaient même ce qu'on appelle les viseurs thermiques, parce que tu peux voir à travers un bâtiment avec ça, tu peux voir effectivement s'il y a des gens planqués à l'intérieur ou pas. Donc ça, c'est un truc de fou. Je veux dire, là c'est vraiment de la chasse. Et surtout, moi ce qui m'a interpellé, c'est justement à Krasnoarmeysk le coût des 1000 grivnia. Qui paye pour ces 1000 grivnia? Vous savez, comme moi, si vous suivez donc notre chaîne régulièrement, que l'Ukraine est en faillite. On est bien d'accord. Hein, ils sont soutenus à bout de bras, maintenant quasi exclusivement par l'Union européenne.
ils ont déjà pas d'argent, si tu veux, pour payer les compensations dues aux familles des soldats ukrainiens qui ont été tués sur la ligne de front. Alors, d'où vient l'argent pour payer, pour obtenir l'information concernant la présence ou non d'enfants dans les localités proches de la ligne de front? Vous avez 3 heures. Bon, vous êtes d'accord avec moi que ça schlingue. S'il y a de l'argent qui est proposé et payé pour des informations, c'est qu'il y a quelqu'un qui fournit cet argent. Et ça veut dire que ce quelqu'un considère que c'est un investissement rentable. Ce qui veut dire que quelqu'un tire profit de ces gamins évacués. Je pense très sincèrement que bon nombre déjà des gamins qui ont été emmenés sans les parents, moi je me souviens ce que m'avait dit la dame Artyomov, que les gens quand ils appelaient, on leur disait on est au courant de rien. Donc les gens sont obligés d'évacuer côté ukrainien pour espérer essayer de retrouver leur môme. Et moi surtout, ce qui me fait penser qu'effectivement derrière il y a des magouilles pour piquer les mômes en fait aux familles en question. C'est ce qui s'est passé, que j'ai dévoilé dans un article. Donc c'est une enquête qui a été menée par des journalistes ukrainiens, des journalistes d'investigation qui sont 100% pro-ukrainiens et anti-russes, d'accord. Donc on peut pas dire que c'est de la propagande du Kremlin, où ils ont mené toute une enquête qui les a amenés à découvrir les conditions de vie un petit peu particulières d'à peu près 500 enfants qui ont été évacués par l'Ukraine vers la Turquie au début de l'opération militaire spéciale. Alors déjà, moi, le truc qui m'a choqué, c'est que ces gamins ont été évacués vers la Turquie, non pas sur les deniers publics, mais sur les fonds d'un oligarque local, d'un multimillionnaire, Ruslan Shostak, qui a expliqué d'ailleurs, après que le scandale a explosé, que bon, déjà lui il a été bien gentil, parce qu'il a émis 10 millions de sa poche, 10 millions de dollars de sa poche, que l'État ukrainien n'avait jamais versé un centime pour ses gamins, mais que bon, c'était pas lui qui était en charge des éducateurs, qui était censé encadrer les mômes. Je dis censé parce que vous allez découvrir, c'est un peu folklore. Donc, février 2022, l'opération militaire spéciale commence, et la région de Dnipropetrovsk, comprenant que en gros, elle peut pas trop compter sur le pouvoir central à Kiev pour l'aider, décide donc de faire appel à Ruslan Shostak pour aider à évacuer les 3500 enfants qui se trouvent dans diverses institutions dans la région. Donc ça va être des orphelins, des enfants qui ont été retirés à leur famille. Donc il faut savoir que dans les orphelinats, ce qu'on appelle les orphelinats, en russe ça se dit детский дом, c'est les maisons pour enfants. Parce que c'est pas que des orphelinats, c'est-à-dire que vous avez effectivement des orphelins, mais vous avez aussi des mômes qui sont là parce que ils ont été retirés à leur famille. D'accord ? Un peu comme la DAS. Si les parents sont alcooliques, s'ils s'occupent pas bien des mômes, s'ils sont trop pauvres, voilà, on peut retirer les gamins, voilà, et les placer dans ces детский дом. Et donc ils avaient à peu près 3500 gamins qui étaient dans ce genre d'institution en région de Dnipropetrovsk. C'est beaucoup, hein. Et donc la région décide de faire appel à Ruslan Shostak pour lui dire écoute, est-ce que tu peux nous aider à évacuer les mômes vers la Turquie. On a la femme de Zelensky, parce que c'est elle qui a négocié avec la Turquie, avec la femme d'Erdogan, pour organiser cette évacuation vers la Turquie. Et donc Ruslan Shostak met la main au portefeuille et organise l'évacuation. Et sur ces milliers d'enfants, il y en a 500 pour lesquels c'est parti littéralement en couille. Entre autres ceux d'un orphelinat, Gornitsia, qui ont une directrice qui est fascinante, je vous expliquerai après pourquoi, et des éducateurs tout à fait intéressants aussi.
Donc ces gamins, d'abord, ont été logés dans un très bon hôtel, ils étaient au bord de la mer, ils étaient tout contents, c'était le paradis. Bon. Puis petit à petit, les conditions commençaient à se dégrader. Les conditions ont commencé à se dégrader, on les a changés d'hôtel plusieurs fois. Et puis petit à petit, c'était des hôtels de moins en moins bons, avec des chambres de moins en moins bonnes, et on commençait à les entasser de plus en plus. C'est-à-dire que là, on avait 500 gamins dans à peu près 200 chambres. Donc ils étaient 2 à 3 par piole. Le truc, c'est que petit à petit, les repas, donc déjà les chambres commençaient à être pas terribles. Il y a eu entre autres une inspection en 2024 qui a d'ailleurs mis fin un petit peu à tout ce petit projet là, qui a il y avait des moisissures, des machins, enfin c'était pas salubre quoi. Le dernier endroit où ils étaient. Et puis surtout, Shostak, au début, il a mis la main au portefeuille, il s'est dit, bon, on les évacue quelques mois, la guerre se termine vite, et puis... Et sauf que la guerre se termine pas. Alors, il se dit, vous êtes bien gentils, les gars, mais l'État me file pas un centime, c'est moi qui paye tout. On va créer une fondation, un fonds, pour essayer que d'autres gars qui ont du pognon mettent un peu la main à la poche. Bon. Donc il crée une fondation. Et puis effectivement, il récolte un peu de sous. Mais pour récolter des sous, faut un peu animer sur les réseaux sociaux et tout. Les gamins sont mis à contribution. Les gamins sont mis à contribution et on exige d'eux de faire des séances photos, des vidéos où ils dansent, ils chantent, machin, enfin voilà, hein. Qui jouent un peu les cheerleaders, quoi, pour attirer du pognon. Et c'est là que ça commence à déraper. C'est-à-dire que les éducateurs leur mettent la pression. Ils sont obligés de faire ces séances. Ils n'ont pas le choix. Ceux qui ne veulent pas, alors peuvent se retrouver privés de bouffe ou diminuer les rations, privés de téléphone ou de tablette. Alors vous allez me dire, bon, privé de téléphone ou de tablette, c'est pas la mort. Oui, en temps normal si tu veux, mais pas quand les gamins sont loin de leur pays, qu'il n'y a pas d'école organisée, parce qu'ils n'ont rien organisé du tout pour l'éducation des mômes, et que leur seul moyen de continuer à suivre les cours, c'est de le faire en distanciel. Et que donc pour ça, ils ont besoin de leur tablette. Quand l'internet marche. Parce que ça aussi, c'est pas garanti. Donc quand on leur retire les tablettes, on les empêche tout simplement d'étudier. Voilà, c'est magnifique, c'est bien, c'est beau, tout est incroyable. Et donc ça c'est le premier truc qui déjà commence. Là il y a des gamins qui expliquent aussi que non seulement ils sont mis à contribution pour ça, mais ils sont aussi mis à contribution pour faire le boulot des éducateurs. Hein, donc et des femmes de chambre. Voilà, donc ils se retrouvent à devoir nettoyer leurs pioles et à devoir s'occuper des gamins les plus petits ou des gamins handicapés. Hein, donc ça c'est les filles et les élèves les plus âgés qui sont mis à contribution pour jouer les nounous. Donc c'est-à-dire pour certains devoir torcher des gamins qui se sont fait dessus, changer les couches. Hein, quand t'as un gamin handicapé qui se fait dessus, qui peut pas aller aux toilettes tout seul et tout, il a des couches. Voilà, donc faut le changer, faut le nettoyer. Voilà, faut enlever la vieille couche, faut nettoyer, voilà. S'il a vomi dessus, s'il s'est fait dessus, faut prendre les fringues, les laver. Voilà, et tout ça, c'était les autres mômes qui étaient chargés de s'en occuper. Donc les filles et les élèves les plus âgés. Pardon? Il y avait des éducateurs avec eux, il y avait des profs, des éducateurs et tout, qui venaient de l'orphelinat d'où ils étaient, ils les ont suivis avec eux. Donc là tu te dis, mais les mecs ils se sont crus au Club Med en fait, ils ont cru que les mômes c'était les gentils organisateurs, comment ça se passe, je sais pas. Donc les mômes étaient dégoûtés, puis pareil, pas le droit de refuser, sinon pareil t'étais puni, etc. Certains ont accusé l'éducateur en chef même de violences physiques, entre autres contre des enfants handicapés, genre les frapper avec le chargeur du téléphone, ce genre de truc. Donc déjà c'est ça, là on est déjà bon quand même, si vous voulez, on est déjà sur un niveau
il y a un problème, déjà. Là, il y a un gros problème. Et là où c'est parti complètement en sucette, c'est que parmi ces gamins et donc ces gamines, il y en avait qui étaient déjà ados, quoi. Hein, c'est pas que des petits mômes. Et puis, les éducateurs, comme je vous dis, ils avaient l'air de pas trop en avoir quoi que ce soit à faire, de faire leur travail. Et surtout pas de protéger les mômes. Et donc, les gamins étaient en contact régulier avec les employés de l'hôtel où ils étaient logés. Des hommes adultes, turcs, qui ont très vite compris que les gamins, donc en plus de la dégradation de la qualité des chambres, la qualité de la bouffe aussi se dégradait, mais seulement pour les mômes. Hein, les mômes ont dit, les profs ils mangeaient bien, ils avaient de la bonne viande, nous on avait les bas morceaux, de la merde, hein, voilà, et beaucoup de boulgour. Voilà, c'est les légumes, ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu, et de la bonne viande non plus. Bref, donc forcément, quand tu as un jeune cuisinier turc de 21-23 ans qui s'approche et puis te file un morceau de pain, un peu de viande ou de quelques saucisses, tu te laisses amadouer, hein, quand tu crèves la dalle et que tu bouffes que de la merde parce que les éducateurs prennent tout le pognon pour eux. Qu'est-ce qui s'est passé? Et je vous laisse imaginer, hein. Donc on avait une gamine de quoi, 14-15 ans, l'autre 17 quand elles sont tombées enceintes. Et elles sont pas tombées enceintes par l'opération du Saint-Esprit. Alors pour ceux qui se disent oui, moi ils étaient peut-être amoureux les mecs. Oui. Alors il y en a un quand leur grossesse a été découverte, elles ont été renvoyées en Ukraine pour accoucher. Alors il y en a un quand il a appris que donc elle allait être rapatriée, il a commencé à devenir violent avec elle. Et puis alors l'autre, il l'a rejointe en Ukraine pour s'installer avec elle. Et là c'est là-bas qu'il a commencé à lui taper dessus et à la tromper avec d'autres femmes. Voilà. Et c'est justement celle-là qui m'intéresse. Parce que cette jeune fille donc s'est barrée, hein, et a trouvé refuge dans un foyer pour gamins tenu par un prêtre qui est membre d'un groupe d'églises évangéliques américaines. Et le mec a réussi à la convaincre que, écoute, pour le temps de te retourner, tu peux me confier ta fille, je vais m'en occuper, et puis tu reviendras la rechercher. Quand t'es prête. Et heureusement que les journalistes ukrainiens ont fait une enquête là-dessus, hein, parce qu'ils ont découvert en cours de route que, en fait, il avait lancé une procédure pour priver la gamine de ses droits parentaux. En douce. Voilà, elle avait jamais reçu de convocation et sans l'aide des journalistes qui ont fait du battage autour de tout ça, elle aurait même raté la dernière audience. Donc là, elle s'y est présentée. Ils lui ont même trouvé une avocate assez connue en Ukraine, qui est avocate, influenceuse, blogueuse. Enfin, vous voyez un peu genre Régis de Castelnau, tu vois, mais au féminin et à la sauce ukrainienne, qui a dit je vais prendre sa défense parce que c'est absolument ignoble. Donc là maintenant, elle doit se battre pour récupérer sa fille. Parce qu'en fait, l'autre a réussi à obtenir une garde temporaire. Et donc maintenant, elle essaie de récupérer la garde définitive de sa môme. Mais elle a failli la perdre totalement. Et donc moi, quand je vois ce genre de méthode, surtout de la part d'un mec qui est en lien avec des églises évangéliques américaines, et que un des leaders de ce groupe d'églises a été démis de ses fonctions après un petit scandale de... Hein? Oui, de trucs sexuels, voilà. Vous avez tout compris. Est-ce que j'ai besoin de vous dire que j'ai pas très confiance dans la justice ukrainienne pour protéger les gamins des gens qui sont évacués vers l'Ukraine? Parce qu'en fait, ce qu'elle m'a expliqué, c'est qu'il y a des gens en plus qui sont revenus en douce après avec leur môme dans la ville de Krasnoarmeysk par exemple, cette dame, elle m'a expliqué, ils nous ont raconté, c'est-à-dire qu'en fait ils ont été envoyés un peu plus à l'ouest, mais il y avait rien pour eux. C'est-à-dire, en gros, t'avais un matelas par terre dans un gymnase où ils étaient logés à je sais pas combien de centaines, aucune intimité, rien du tout, et il y avait rien qui était prêt pour les accueillir, leur trouver un boulot, que dalle.
D'ailleurs, ceux qui suivent le canal, vous avez vu, à Lvov, comment ça se passe. Les gens qui ont été évacués depuis l'est du pays vers Lvov sont traités comme des sous-hommes, on leur coupe l'électricité, la flotte, etc. Et moi j'aimerais savoir, rhétoriquement, comme ça, hein, c'est rhétorique, mais à quel moment, en fait, potentiellement, tu as un juge ukrainien qui va se pencher sur ces familles-là et dira, mais vous vivez dans des conditions insalubres, on va vous retirer vos mômes. Vous la voyez venir, la douille? Donc c'est ça la situation en Ukraine, et pour ceux qui me disent que j'exagère et que c'est de la propagande, je signale que Arte avait publié il y a quelques années de ça un très bon documentaire sur le trafic d'enfants en Europe, qui expliquait que l'Ukraine à elle seule, représentait quand même genre 10% du trafic d'enfants dans le monde. C'est énorme, quand même. Je rappelle que j'ai documenté quand même plusieurs fois des trucs pas nets avec des trafics d'enfants à travers la frontière ukrainienne. Je parlerai même pas de la GPA, hein, puisque je rappelle qu'elle est légale en Ukraine et que beaucoup d'occidentaux viennent se fournir en bébé, clé en main, là-bas. Hein. Je rappelle d'ailleurs quand l'opération spéciale avait commencé sur les médias français, hein, ça avait fait un grand scandale parce qu'il y avait des familles qui attendaient leur bébé. Voilà. Enfin, moi j'appelle ça les marchandises à partir du moment où tu payes pour ça. J'appelle plus ça un bébé, mais bon, oui, si tu veux. Et donc voilà. Donc c'est ça la situation, on va dire la grande image qui commence à se dessiner, et moi elle me plaît pas du tout. Je vais continuer en tout cas à enquêter de plus en plus sérieusement. Donc j'avais commencé l'enquête il y a 2 ans, en 2023, quand on m'a parlé pour la première fois de cette organisation des Anges Blancs. Intéressant aussi ce que m'a dit la dame de Krasnoarmeysk, c'est que ils débarquent en force. C'est-à-dire quand ils débarquent, donc ils ont de quoi péter les portes. Et alors tu as les gars des Anges Blancs, tu as des policiers, et ils ont des espèces de Robocop avec eux. Donc c'est-à-dire des mecs full équipés, tout en noir. Ça ressemble en gros au CRS, mais les mecs n'ont aucun chevron, ils sont masqués et ils bitent pas un mot. C'est-à-dire les mecs, tu ne les entends pas, donc tu sais même pas si c'est des Ukrainiens ou même potentiellement des étrangers. Pourquoi je dis ça? Parce que on sait avec Laurent que certaines des personnes, par exemple, qui avaient été arrêtées par le SBU en Ukraine et que Laurent avait interrogé, avaient entendu, lorsqu'ils avaient été embarqués, lorsqu'ils avaient été arrêtés, des gens parlaient anglais. C'est-à-dire que ce n'était pas que des agents du SBU ukrainiens. Il y avait des anglo-saxons avec eux, très certainement, des agents CIA ou MI6 qui supervisaient des sortes d'instructeurs, si vous voulez, hein, voilà, les agents ukrainiens. Et là, moi, je trouvais très intéressant qu'elle me dise que ces mecs, tu ne les entends pas. C'est-à-dire, tu peux même pas déterminer d'où ils viennent. Et elle me dit, ils sont vraiment impressionnants. Donc, ils sont en armes, ils ont tout le complet, vraiment, protection, machin, casque, comme des CRS, mais il n'y a pas de chevron. C'est-à-dire que tu ne sais même pas si ce sont des soldats, ce qu'on appelle les OMON, donc les CRS, ou autre chose. Ça, c'est flippant. Ça, c'est extrêmement flippant. C'est-à-dire que, si t'es là pour réellement évacuer les gens, etc., tu viens simplement... Excusez-moi. Par exemple, nous, quand on évacue les gens de la ligne de front, souvent c'est soit les soldats eux-mêmes, soit parfois, en fait, on a des volontaires, type le Front Populaire, par exemple, qui s'en chargent. Par exemple, en région de Koursk, quand il y a eu l'attaque de l'armée ukrainienne, ceux qui ont aidé à évacuer, entre autres, beaucoup de civils, ça a été justement les volontaires du Front Populaire. C'est souvent des jeunes activistes, très très actifs, on va dire, en matière d'aide sociale et tout, qui sont portés volontaires pour ça. On en a perdu d'ailleurs quelques-uns lors de bombardements de l'armée ukrainienne à cause de ça, en région de Koursk. Entre autres, y compris des volontaires de la RPD. C'est-à-dire qu'on a des volontaires qui sont partis de la RPD pour aider en région de Koursk, pour aider à évacuer les gens, et qui ont été tués par l'armée ukrainienne.
Donc souvent, nous, c'est des volontaires, c'est des vrais volontaires, c'est des petits jeunes, c'est voilà. Et parfois, c'est les soldats. Donc souvent, ils sont avec eux pour assurer la sécurité, mais c'est tout. Mais jamais on envoie des mecs en balaclava, tout noir, façon Men in Black, avec une armada et des mecs avec de quoi péter les portes. Je veux dire ça, on n'a jamais eu. Voilà. Donc ça, si vous voyez, c'est ce qui se passe en Ukraine. Et quand vous voyez de l'autre côté les accusations délirantes qui sont faites contre la Russie de déportation. Alors maintenant, ils nous racontent que les mômes sont déportés par la Russie en Corée du Nord. En Corée du Nord, carrément. Pour les russifier de force. Pourquoi les russifier de force en Corée du Nord, tu sais pas. Hein, le territoire russe est pas assez grand, on manquait de place quelque part en Sibérie, je sais pas. Ça devient débile. Ça devient complètement débile. C'est-à-dire que l'Ukraine fait de l'inversion accusatoire complète. C'est elle qui déporte de force des mômes avec leur famille ou sans de la ligne de front pour des buts qui sont totalement inavouables, criminels, et qui accusent la Russie de ce qu'elle fait en fait elle-même. C'est l'inversion accusatoire totale. Alors, quel est l'âge de ces enfants, les 500 ? Ça allait de tout, ça allait des bébés jusqu'à des gamines ou des gamins de 17 ans. Voilà. Normalement, à 18 ans, en fait, ils doivent être... normalement, hein, selon la loi, enfin en réalité, ils le font depuis très longtemps en Ukraine, mais normalement, selon la loi en fait ukrainienne, à 18 ans, ces gamins doivent recevoir de l'État un appartement, un petit studio qui leur est donné, c'est-à-dire dont ils sont propriétaires. Pour qu'ils se retrouvent pas à la rue à 18 ans, parce qu'à 18 ans, en fait, normalement, l'orphelinat peut plus les garder, tout simplement. Donc, c'est des mômes, ça allait des bébés jusqu'aux adolescents tardifs, quoi. Bonsoir Sclé, bonsoir Gérard, bonsoir Marie-Christine. Ça sent trafic d'enfants à plein nez, oui, bah ça. Qui paye les élites occidentales dégénérées, faut vraiment renverser la table, dit Dom. Oui, bah c'est clair. C'est clair. C'est la façon qu'a l'Ukraine de rembourser ses soutiens occidentaux. Voilà. En vendant des mômes. Je vais vomir, je suis désolé. Ça me donne la gerbe. Christina qui dit c'est affreux, c'est des méthodes de mafieux, les fameuses associations de la mère Macaron avec la salope de l'ex-femme de Zelensky. Oui. C'est pas l'ex-femme, c'est toujours sa femme, hein, à Zelensky. Tout ça pour approvisionner ces pourris de pédophiles occidentaux. Ben oui. Non mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est pour du trafic d'organes et des réseaux pédocriminels. Donc là-dessus, moi je suis extrêmement inquiète pour tous les gamins qui ont été évacués de force, même avec leur famille. Parce qu'en fait, quand vous voyez ce qui s'est passé avec cette gamine-là, qui potentiellement pourrait perdre la garde de son bébé, je veux dire déjà, ce qu'elle a subi, excusez-moi, c'est un minimum de l'abus sexuel. Je veux dire, la plus jeune, quand elle a commencé la relation avec ce mec, elle avait 14 ans, elle en avait 15 quand elle est tombée enceinte. L'autre, elle était un peu plus âgée, mais enfin, normalement, en fait, elles sont mineures. Et du fait qu'elles sont mineures, par la loi ukrainienne, elles ne peuvent pas consentir. Donc c'est de facto un viol. Voilà, donc l'affaire a été totalement enterrée d'ailleurs, hein, en Ukraine comme en Turquie. Hein. Faute d'éléments probants. Voilà, les éducateurs leur ont fait signer des papiers pour qu'elles déclarent qu'elles étaient consentantes. Mais enfin, comment une gamine de 14 ou 15 ans, elle peut être consentante ? Je veux dire... Et alors, oui, le plus beau, parce que je vous avais dit que la directrice de l'orphelinat, elle était grandiose. Attendez, c'est épique. Parce que, donc, face à tout ce merdier, hein, je vous ai dit, il y a eu une inspection en 2024 qui a pointé tous ces dysfonctionnements. Et quelques mois après, donc, tout ce petit monde a été rapatrié en Ukraine. Et le projet de fondation là, de Shostak a été fermé. Et face à ce bordel, parce que bon, la commission qui a rendu visite aux enfants en 2024 et qui a rendu un rapport de 11 pages sur les dysfonctionnements et les manquements des éducateurs, hein, parce que les éducateurs étaient au courant. C'est-à-dire que les éducateurs voyaient que ces hommes turcs adultes tournaient autour des gamines et ne faisaient rien, voire même faciliter les rencontres. Oui, vous avez bien entendu. T'es éducateur d'un orphelinat, t'as des mômes de 14-15 ans qui se font approcher par des hommes adultes locaux
Et toi, tu laisses faire. Au mieux, tu fermes les yeux, au pire, tu facilites. Ça s'appelle pas complicité de... hein, complicité de viol, de pédocriminalité, enfin tout ce que vous voulez. Hein, non mais là ça quand même devient dingue. Hein, je suis désolé. Donc clairement, les éducateurs faisaient pas du tout leur boulot, d'accord. Les mecs se sont crus au Club Med. Et ben la directrice, elle a dit que non, non, non. D'après elle, ces éducateurs, ils ont fait leur boulot comme il faut. Ils ont rien à se reprocher. C'est la gamine. Voilà. Elle vient d'une famille dysfonctionnelle, donc c'est déjà dans son sang, c'est dans ses gènes. Voilà. Donc les éducateurs sont pas responsables. Pardon. Pardon. Excusez-moi. Hein. Je croyais que les délires eugénistes étaient censés être morts avec le nazisme et toutes ces conneries là. Non mais non quoi. Et comment tu peux sortir que c'est de la faute d'une gamine qui vient d'une famille dysfonctionnelle, donc elle manquait de repères. C'était justement à l'orphelinat et aux éducateurs de lui donner ces repères, de fournir les repères et les barrières qui devaient l'aider à se structurer pour retrouver une vie normale après. Non, 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 non. Non, non, elle vient d'une famille dysfonctionnelle, donc de toute façon c'est déjà dans son sang, c'est déjà dans ses gènes, on peut rien y faire, voilà, c'est... Voilà. C'est... Je vous avoue, j'ai lu le truc, j'ai fait vérifier la traduction 2 fois. Si c'est pas possible, il y a eu une erreur lors de la traduction depuis l'ukrainien. Non, 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 elle a bien sorti ça. Alors, moi j'aurais une directrice d'orphelinat comme ça sous la main, qui me sortirait ça comme commentaire, même sans être une proche de la gamine, je lui aurais mis un pain. Juste pour lui faire fermer sa grande gueule. Juste pour qu'elle arrête de sortir de la merde. Non mais sérieusement. Comment tu peux oser sortir un truc pareil? Ici, je dirais que ce soit Laurent ou moi, donc depuis 2015, on a soit aidé directement, soit organisé des missions humanitaires pour d'autres organisations, pour venir en aide à je ne sais pas combien d'orphelinats, d'instituts pour enfants handicapés, enfin d'internats pour enfants handicapés, etc. Est-ce que j'ai besoin de vous dire que j'ai jamais entendu une directrice d'un de ces établissements ou un éducateur, une éducatrice ou une prof d'un de ces établissements sortir le tiers du quart niveau saloperie de ce que cette directrice a sorti? Jamais. J'ai eu des discussions très longues avec les directrices de ces établissements sur la façon dont ils prenaient en charge les mômes, etc. Et j'ai vu comment ils les traitaient. Et certains m'ont dit, ils avaient des cas difficiles. Ils avaient des mômes qui étaient vraiment terribles, qui venaient de familles complètement dysfonctionnelles, qui partaient en live, qui partaient complètement en live. Mais ça a toujours été... Mais on va redoubler d'efforts pour les aider à revenir sur un droit chemin, etc., etc. Moi, j'ai vu, entre autres, alors c'est un orphelinat, ils appellent ça orphelinat format familial. D'accord, c'est un couple qui est à la tête du truc, donc ils prennent pas beaucoup de gamins. Voilà, ils peuvent en prendre maximum une dizaine, une vingtaine. Et ils dirigent effectivement ça comme une grande famille. D'accord. Entre autres celui de Mamalida, que vous avez vu. On les a aidés je sais pas combien de fois. On a organisé des missions humanitaires, entre autres pour Ouest-Est, avec eux. Bon, vous avez vu comment ça se passe. Bon, il y avait des moments où il y avait des mômes qui étaient terribles. Il y avait des mômes qui venaient de familles de parents alcooliques qui frappaient leurs mômes. Les mômes étaient pas tenables. Franchement, les mômes voulaient pas faire d'efforts, voulaient pas travailler, les faire les devoirs d'école et tout. Mamalida, elle s'y mettait. Voilà, elle prenait le môme, on va faire les devoirs ensemble. Voilà, on s'y met. Discussion, parfois un peu sérieuse, etc. Mais
Voilà, elle essayait de tout faire vraiment pour remettre les gamins dans le droit chemin. Elle se battait pour que les mômes obtiennent leur fameux appartement pour leurs 18 ans. Etc., etc. Enfin, vraiment, elle se battait pour ces mômes vraiment jusqu'au bout pour leur donner une chance de repartir du bon pied dans la vie, si tu veux. Alors moi, quand je vois les propos de cette directrice, je me dis, mais va faire autre chose, en fait. Fais un autre boulot, parce que t'es pas fait pour ça. Si c'est le genre vraiment d'idées que tu as sur les mômes dont tu as la charge, mais qu'est-ce que tu fous avec eux? Bah, si tu pars du principe qu'ils viennent d'une famille dysfonctionnelle, ils sont incurables, bah écoute, casse-toi, enfin, je veux dire, laisse ta place à quelqu'un de plus compétent, quoi. Parce que t'as rien à faire là, quoi. Enfin, je veux dire, waouh, waouh, waouh. Franchement, moi, j'étais choqué. J'étais vraiment choqué. Alors, bonsoir, Raymond, pas de souci pour ton retard. Pascal Mas qui dit que Zelensky est divorcé. Bah, il s'est planté. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Zelensky est toujours marié, hein. Yelena Zelenskaya est toujours sa femme, hein. Je sais pas où il a été cherché qu'il était divorcé. C'est ignoble de faire ça aux enfants, c'est de la barbarie. Ah oui, mais complet, complet. Je veux dire, ça a été le festival de l'horreur en Turquie, là, pour ces mômes. Et je te dis, on a que l'histoire de ces 500, dont ces deux gamines, ces deux qui sont tombées enceintes. Mais en réalité, il y en a combien qui ont été violés par ces employés de l'hôtel, en fait? Parce qu'on sait le cas de deux, parce qu'elles sont tombées enceintes. Mais il y en a combien d'autres, si tu veux, qui, entre guillemets, sont passés entre les gouttes? On sait pas. On sait pas. C'est vraiment... Bonsoir Sébastien, bonsoir Mohamed. Quand Dom qui dit, franchement, quand on voit ce qui se passe avec l'ASE, Bayrou, Jambry en France, ceux qui s'occupent d'enfants en Occident, Ukraine incluse, doivent passer par un sérieux tri et les autres en prison à vie. Oui, oui, ça j'ai vu l'ASE aussi, avec des gamines qui sont prostituées dans les foyers de l'ASE. Enfin, il y a du ménage à faire, hein. Il y a du grand ménage. Là-dessus, je suis d'accord. C'est... Alors, Steph qui demande les Robocop, est-ce que c'est des milices privées? Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça peut être la garde nationale ukrainienne. Ça peut être des milices privées. Ça peut être des gars du SBU. Ils sont souvent en noir. Vous voyez? Donc, on ne sait pas. Comme il n'y a pas de chevron, il n'y a rien qui permet de les identifier. Impossible de savoir. Et comme ils bitent pas un mot, ils disent rien, tu peux même pas déterminer, si tu veux, si c'est des locaux, pas des locaux, voire des étrangers. C'est complètement... Donc la situation en Ukraine concernant les mômes, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est franchement, c'est des trafics en tout genre, c'est ignoble, c'est ignoble. Franchement, moi je suis absolument scandalisé. Alors la bonne nouvelle, c'est que toutes les plaintes que l'Ukraine avait portées contre la Russie auprès du tribunal de justice internationale, donc qui est le tribunal, c'est pas le TPI, hein, c'est le tribunal de l'ONU, tout a été classé sans suite. Par contre, la contre-plainte de la Russie pour génocide contre les russophones d'Ukraine, là par contre, là ça a été pris en compte. C'est-à-dire que la plainte de la Russie contre l'Ukraine va être jugée. C'est-à-dire que les éléments que la Russie a fournis ont été jugés suffisamment probants pour aller plus loin. C'est... Ça, je pense, ça en dit long, si vous voulez. Il y a au moins un organe international qui commence plus ou moins à faire son job. Plus ou moins. On va voir jusqu'où ça va aller. Mais c'est extrêmement choquant. Donc quand on vous raconte que la Russie déporte des centaines de milliers d'enfants vers la Corée du Nord ou je sais pas quelle connerie, bah tapez-leur dans la gueule ce qui se passe avec les mômes en Ukraine. Plus, je rappelle, la fameuse liste fournie à Istanbul, 339 noms, et il y en a plus d'une centaine dessus, qui ont été retrouvés où? En Europe, avec leurs parents. Et ils sont jamais passés par la Russie.
Donc, cette histoire ne tient pas debout. De toute façon, c'est simple. En Russie, les mômes, c'est sacré. S'il y a un truc qui est intouchable pour les Russes, c'est les mômes. Euh, je veux dire, il suffit de voir comment ça se passe en Russie quand ils chopent un pédo. Il vaut mieux qu'il se fasse attraper par la police, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que sinon, généralement, ça se passe très très mal pour lui. Ouais, ouais. Très très mal. Très très mal. Il y a eu un truc il y a pas longtemps, comme ça, où des gars qui venaient de pays de je sais pas où ont attrapé des gamines pour les... hein, voilà. Ça c'est très mal fini. Voilà. La mère une des gamines avait une Apple Watch, donc la mère l'a tracé en fait où était sa fille. Là, si vous voulez, elle a pas appelé les flics. Elle a fait un gros scandale sur les réseaux sociaux et les gens ont débarqué à plusieurs centaines devant l'endroit. Les mecs se sont fait défoncer la gueule, mais bien. C'est-à-dire que après ils les ont remis à la police, enfin ils ont remis ce qui restait à la police. Voilà, ça se passe comme ça en Russie. On rigole pas du tout avec ça, pas du tout. En Ukraine, c'est un trafic comme un autre. D'accord. Là-bas, ils sont prêts à vendre leurs parents pour de l'argent. C'est voilà, c'est la mentalité ouest ukrainienne. C'est catastrophique. C'est vraiment c'est ça la situation. Et je vous dis, il faut regarder ce reportage de Arte sur le trafic d'enfants en Europe. Je veux dire, hein, quand il vous explique ce qui se passe en Ukraine, tous les trafics et les machins, et à quel point je veux dire, c'est compliqué de lutter contre le truc parce que la corruption permet de couvrir hein, les traces hein, de tous ces salopards. Ben oui, c'est protégé au plus haut niveau. Des gens se font des millions et des millions d'euros en vendant des mômes. Et je suis sûr qu'une bonne partie, ce sont ces mômes qui sont évacués de force de la ligne de front. Je pense, franchement, pour l'instant, j'aimerais vraiment, s'il y a des gens qui ont des contacts en Ukraine qui peuvent aider à savoir, entre autres, est-ce qu'il y a comme ça, des affaires pour retirer des enfants à des réfugiés, tu vois, à des gens qui ont été évacués depuis le Donbass, etc. Ça m'intéresse. C'est des choses, j'ai beaucoup de mal à trouver les informations comme ça à distance. C'est toujours un peu compliqué. Mais oui. Raymond qui dit vivement la défaite de l'Ukraine pour que la Russie remette de l'ordre. Bah ça carrément. Carrément. S400 qui demande est-ce qu'il lui coupe les coconuts. Ah, je sais pas. Non, ils ont pas coupé les coconuts. Mais les mecs, ils ont pris tellement cher que... Quand les mecs les ont déposés chez les flics, ils étaient dans un état... ouf. Et en tôle, ils vont morfler. Hein. En tôle, ils vont morfler. Qui est responsable du recrutement dans les orphelinats ukrainiens? Qui finance? Bah, qui finance? Normalement, c'est l'État. Enfin, vous avez vu ce que je vous ai dit. Ils ont envoyé les gamins en Turquie aux frais des oligarques locaux. C'est-à-dire que l'État ukrainien avait juste à payer, en fait, le salaire des éducateurs. Le logement et la bouffe étaient payés par la fondation Shostak. Donc je comprends que le mec, si tu veux, il apprécie pas trop la mauvaise publicité parce que lui, il est pas responsable. Je veux dire, sa fondation fait des appels aux dons, etc. Lui, il a mis 10 millions de sa poche, 10 millions de dollars de sa poche pour aider à évacuer les mômes. Il se retrouve embringué dans un scandale ignoble qui est en grande partie dû en réalité aux éducateurs. Je veux dire, bon, lui c'était pas lui qui supervisait les éducateurs, si tu veux, comme il dit. Ça, c'était la responsabilité de l'orphelinat. C'était pas la sienne. Donc, normalement, c'est à l'État ukrainien, si tu veux, de payer pour tout ça. Je trouve d'ailleurs délirant qu'on les ait logés dans des hôtels.
Je veux dire, les autorités turques, d'ailleurs, il y a eu des parlementaires là qui, suite à ce scandale, sont montés un peu au créneau et qui ont dit, mais déjà, comment ça se fait que ces mômes, on les a pas envoyés dans des structures identiques en Turquie, où ils auraient été pris en charge par les services sociaux turcs, où ils auraient été encadrés, où ils auraient, voilà, etc. Pourquoi dans un hôtel? Enfin, je veux dire, what? Je veux dire, ça a coûté une fortune. Alors que s'ils avaient travaillé main dans la main, tu vois, je veux dire, ils payaient une partie de la facture, la Turquie payait l'autre partie de la facture, c'était jouable si tu veux. Mais là, ça coûtait une fortune, t'imagines, pendant plus de 2 ans, ils ont logé 500 mômes à l'hôtel. Mais vous vous rendez compte du truc? La facture, bah ça devait être sympa. Donc voilà. Et ben qui est responsable du recrutement? Bah c'est le ministère des Affaires sociales et de la famille. C'est de leur ressort. C'est eux qui sont chargés de recruter les éducateurs, voilà. Mais ça en dit long. C'est des gens qui sont placés là par copinage, ou parce qu'ils ont la bonne idéologie bien bandériste. Parce que, je veux dire, te tenir des propos eugénistes comme ça, mais c'est nazi, purée, sérieusement. Enfin, franchement, on en est presque au sous-homme, si tu veux. On est presque sur la même rhétorique de toute façon, c'est génétique, hein. Leurs parents étaient des Untermensch, donc eux, c'est des Untermensch aussi, quoi, si tu veux. C'est à peu près ça, quoi. Bon, on en est à ce niveau-là. On en est à ce niveau-là. Donc, c'est ça la réalité en Ukraine. Christina qui dit c'est toujours la charge contre les Russes alors que ces derniers s'occupent bien de leurs enfants. Ah mais oui, 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 Ah, bonsoir Sébastien sur VK. Ah bah tu vois, ça marche. Oui, les Russes, putain, ils sont petits oignons pour leur môme, hein. Non mais vraiment, hein, je vous dis, moi j'ai jamais... Enfin, j'ai à part des cas effectivement d'alcoolo ou de gens comme ça qui sont pas adéquates, mais je veux dire, la plupart des gens, franchement... leur môme, c'est presque l'enfant roi, hein. Ils sont presque, si vous voulez, dans le problème inverse, hein. De trop les bichonner, ouais, ouais, non, non. Non, non, franchement, ils sont... je veux dire, quand je vois, je veux dire, Olia, cette maman qui avait pris avec elle, adopté les deux enfants de sa sœur qui était morte lors d'un bombardement en 2014. Je dirais, elle était seule et tout. Enfin, elle aurait pu se dire, mais j'ai pas les moyens, si tu veux, et laisser les mômes à l'orphelinat. Elle l'a pas fait. Elle en a chié. Elle en a chié. Bosser seule, un max d'heures pour gagner assez d'argent pour nourrir les gamins. Elle se sacrifiait pour que les mômes aient à manger. Enfin, je vais dire, c'est ça. C'est ça les parents russes. Ils sont prêts vraiment à faire énormément de sacrifices pour leurs mômes, hein. C'est vraiment pour ça que je dis ici en Russie, mais les enfants c'est sacré, hein. C'est sacré. C'est moi quand je vois Zelensky hein, qui te raconte que l'allée des anges et tout ça, gna gna, c'est du fake, mais t'as envie de le tarter. Quand t'entends ces conneries-là, t'as envie de lui éclater la tête sur la plaque de marbre qui est à l'entrée de l'allée des anges. Bonsoir Moon. On peut voir que l'Ukraine européanise et prend nos travers corruption, pédophilie et autres déviances. Oui, 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 oui. Mais c'est la partie ouest de l'Ukraine qui est plus comme ça. Mais ça a toujours été. Il y a toujours eu plusieurs Ukraines. Il y a jamais, ça a jamais été un pays unifié. L'URSS ça a essayé de faire tenir ça ensemble à la colle, mais ça tenait que tant qu'il y avait l'URSS. À partir du moment où l'URSS s'est cassé la gueule, bah c'est parti en sucette, quoi. Parce que c'est des populations totalement différentes. Totalement. Une bonne partie du territoire ukrainien, jusqu'à il y a un siècle en arrière, ça s'appelait l'Empire russe. Et le reste, bah, ça s'appelait la Hongrie, la Pologne et la Roumanie. Non, ça invente pas. Je veux dire, ils ont assemblé tout ça, voilà, mais
Ça tient pas. C'est-à-dire ce que dit Valentina, la dame de d'Avdiivka que Laurent a interviewée. Elle te dit, c'est une construction artificielle, elle a fait son temps. C'est une construction artificielle. Et le problème, c'est que, au lieu d'avoir une politique unificatrice qui respecte les différences linguistiques, culturelles, religieuses, parce que vous avez aussi religieuse, vous avez aussi le facteur religieux dedans. Vous avez une majorité orthodoxe, mais vous avez aussi des uniates, qui sont des espèces d'orthodoxes catholicisés, si on peut appeler ça comme ça, très vite. C'est schématique, hein, voilà. Dans la partie ouest de l'Ukraine, hein, qui était sous contrôle polonais jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et après, et c'est cette zone-là, je veux dire, ils ont une mentalité totalement différente. C'est ces gens-là qui veulent aller vers l'Europe. D'ailleurs, c'est ce que dit Valentina. Au début, quand il y a eu le Maïdan, elle a dit, moi j'ai pensé qu'en fait, ça serait les régions de l'ouest de l'Ukraine qui feraient sécession pour rejoindre l'Union Européenne, tu vois. Elle n'imaginait pas du tout que ce serait le Donbass qui ferait sécession, tu vois, de l'Ukraine. S400 qui dit la Biélorussie est russe. Oui, la Biélorussie est russe, bien sûr. Bien sûr. Et c'est pour ça que oui, ils font aussi tout pour leurs enfants. Ils sont comme ça aussi. C'est franchement, enfin, des fois, ils les gâtent trop. Enfin, je veux dire, ici, enfin, il y a quasiment pas un môme qui a pas son téléphone portable. Alors que bon, tout le monde n'a pas forcément des grands moyens. Mais je vois des fois les parents avec des téléphones de merde et le môme a un meilleur téléphone que sa mère. Vous voyez le truc, quoi, ou que son père. Voilà, c'est ce genre de trucs, quoi. Vraiment, moi je vois, c'est une énorme différence. Et donc quand on vous raconte des cracks sur hein, les Russes et les enfants, claquez leur ça dans la tête, parce que vraiment, vraiment, c'est du grand n'importe quoi, vraiment. C'est l'Ukraine qui est un espèce de trou noir à criminalité envers les enfants, de toutes sortes. Hein, je dis, pédocriminalité, trafic d'organes, trafic d'enfants. Ils vendent des mômes. Ils vendent des mômes. Je veux dire, la GPA est légale. Certains, même français, des couples français, qui ont obtenu, qui ont acheté, c'est même pas obtenu, ils ont acheté des gamins en Ukraine. D'accord? C'est qu'ils ont exploité la misère des femmes ukrainiennes pour acheter un môme. Et quand j'y ai acheté, parce que c'est comme un bien de consommation. Voilà, s'il a un défaut, il le laisse à l'usine. Et je rigole pas, on a eu l'histoire comme ça d'une pauvre gamine qui devait être adoptée par des Américains. D'accord? Oh, la mère, elle a tout fait comme il faut, machin, mais pas de peau. La gamine naît et on découvre, elle a un problème extrêmement grave. Voilà. La gamine souffre de, comment on appelle ça, de paralysie. Comment on appelle ça? En russe, on appelle ça des TP. Enfin, de paralysie, voilà. Donc, il a fallu beaucoup de temps pour apprendre à parler, pour apprendre à marcher, plus qu'un enfant normal. Enfin, voilà. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les parents américains, ils l'ont jeté. Ils l'ont laissé en Ukraine. Voilà. Sauf que le problème, c'est comme ils avaient tout préparé déjà les documents pour l'adoption, la gamine, en fait, elle n'avait pas de documents ukrainiens. Elle n'avait pas de certificat de naissance, de machin. Enfin, c'était... Voilà, elle était dans un vide complet, un vide juridique complet. Il a fallu, je sais pas combien, enfin, plus d'1 an ou 2 ans après sa naissance pour arriver à lui faire des papiers ukrainiens pour qu'elle puisse être soignée correctement, parce qu'en fait, comme elle était apatride, la môme, elle avait pas de papier, les hôpitaux, beaucoup refusaient en fait de la prendre en charge. Voilà. C'est ça la réalité de... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
C'est ça l'Ukraine. C'est des mômes commandés sur catalogue. Et puis, bah, s'ils sont pas parfaitement comme il faut, bah, on les abandonne. Voilà. Et puis, démerde-toi avec. Sauf que la mère, celle qui a porté l'enfant pendant 9 mois, elle avait pas les moyens de s'occuper de cette gamine. Hein, je veux dire, si elle a vendu son corps pour un contrat de GPA, c'est qu'elle était dans la merde. Hein. Donc, elle avait pas les moyens. Donc la môme s'est retrouvée à l'orphelinat. C'est bien, c'est bien. Je vous dis, c'est ça l'Ukraine. Donc quand ils essaient de vous faire chialer dans les chaumières avec des histoires d'enfants, claquez-leur ça dans la tête. Christina qui dit il y a trop d'ethnies en Ukraine et la mayonnaise ne prend pas suite au passé historique. En fait, c'est pas un problème d'avoir plein d'ethnies. C'est pas un problème. Regardez en Russie. Regardez en Russie le nombre d'ethnies qu'on a et le nombre de religions. On a tout ici. On a tout. Orthodoxes, catholiques, protestants, évangélistes, musulmans, juifs, bouddhistes, animistes, donc les religions avec les chamans et tout, et tout. On a tout. On a tout. On a des populations turco-mongoles, on a des caucasiens pur jus, on a des populations type asiatique, genre Yakout, Nénètse, Bouriate, Bashkir, donc ça c'est les turco-mongols, donc asiatiques mais musulmans, enfin on a tout, on a tout. On a des asiatiques bouddhistes, des asiatiques musulmans, des asiatiques orthodoxes. On a tout ce que vous voulez, on a tout en stock. Toutes les religions, toutes les ethnies quasiment possibles et inimaginables, on les a. Peut-être à part les Africains. Mais tout le reste, on a. Quasiment. Je veux dire, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. On a des populations donc typiques en Carélie qui sont effectivement plus finno-ougriens. On a, vous avez les Tchétchènes, c'est des Caucasiens. C'est des Caucasiens. Vous avez les Tatars, donc là c'est des Turco-Mongols, musulmans. Vous avez tout. Vous avez tout. C'est un mélange. La Russie, c'est un melting pot. Melting pot. Mais ça pose pas de problème à partir du moment où, tu respectes les différentes ethnies et religions, et tu ne tolères pas la moindre discrimination ou la moindre tentative de foutre le bordel entre les ethnies. C'est pour ça qu'en Russie, et je sais qu'il y a des gens, par exemple, des fois, qui comprennent pas qu'on censure violemment certains commentaires, je vous assure qu'en Russie, l'incitation à la haine interethnique, ça rigole pas. Et vraiment pas. Donc je sais que par exemple en Europe, il y en a, ils considèrent que c'est pas un problème de cracher sur l'une ou l'autre religion. Ici non. Je vous le dis tout de suite. Ici vous crachez ni sur l'islam, ni sur les juifs, ni sur les orthodoxes, ni sur les catholiques, ni sur les bouddhistes, sur personne. Ça arrivera jamais. Ou alors vous allez vous faire foutre dehors. D'accord ? Ça, c'est le premier truc. Donc, toute tentative de semer la discorde entre les différentes ethnies et religions du pays est fermement condamnée par la justice russe. Mais vraiment, je ne rigole pas du tout. Ça, c'est un premier truc. La deuxième chose, c'est que vous avez un facteur unificateur qui va être la langue russe, mais dans le même temps, on aide à garder vivantes les langues, les traditions et les cultures régionales. Et par exemple, en Crimée, vous avez 3 langues officielles. Le russe, le tatar de Crimée et l'ukrainien. Oui, l'ukrainien. Langue ukrainienne et langue officielle en Crimée. Vous voyez ? Ça, c'est pour tous les débiles qui vous disent que la Russie essaye d'effacer tout ce qui est ukrainien.
Voilà. Mettez-leur ça dans la tête, je pense qu'ils vont faire une dissonance cognitive, un écran bleu de la mort, et puis le débat sera terminé. En Tchétchénie, par exemple, la langue tchétchène est langue officielle aux côtés de la langue russe. Donc dans les administrations, vous pouvez faire vos démarches en tchétchène ou en russe. Ouais. Et dans plein d'autres républiques comme ça, en Kabardino-Balkarie, voilà, vous avez le kabarde qui est langue officielle en même temps que, voilà, etc. Au Tatarstan, le tatar, etc. Et donc, ça pose pas de problème. À partir du moment où il y a respect, préservation des différentes identités et traditions, langues, religions, et dans le même temps, un facteur unificateur. Et ça, c'est ce que la Russie a très bien réussi. Je dis pas que c'est parfait, qu'il n'y a pas de tension parfois, il y en a des fois. Mais dans l'ensemble, ça se gère. Mais l'Ukraine, ils ont choisi la voie du on vous impose la langue ukrainienne. Vous avez plus le droit dans les régions. Ce qu'ils auraient fallu, c'était effectivement la solution qui avait été faite par Yanukovych, de donner effectivement à la langue russe un statut de langue officielle, pas seulement régionale. Je pense sincèrement, vu la proportion de personnes en Ukraine qui parlent le russe, ils auraient dû faire un système à la belge ou à la suisse, vous voyez, avec 2-3 langues nationales, le tatar, le hongrois, le russe et l'ukrainien. Voilà, c'est tout. Tu fais les documents en 4 langues, et puis les mecs ils remplissent comme ils veulent. Voilà. Et puis t'apprends plusieurs des langues à l'école, et puis voilà, c'est pas la mort. Enfin, je veux dire, faut arrêter les conneries, quoi. Il est comment le système de santé ukrainien? Complètement détruit. Non, mais vraiment, c'est une catastrophe. Ils ont tout flingué. Ils ont tout flingué. Ils avaient une bonne médecine issue de l'URSS. Ils ont tout détruit. Tout détruit, surtout à l'époque de Poroshenko, où il avait une ministre de la Santé qui était surnommée la ministre de la Mort. Voilà, c'était Madame la Mort. Voilà. C'était le docteur Death, le docteur Mort. Voilà, Souproun. Non, non, ils ont fait des expérimentations sur des patients, sans leur demander leur avis, entre autres des patients d'hôpitaux psychiatriques, des trucs comme ça. Le système de santé ukrainien est complètement détruit. Complètement. Ils ont tout flingué. Tout. Tout, tout, tout. Les gens ne comprennent pas l'importance des langues et à quel point c'est un sujet sensible qui peut mettre le feu aux poudres, dit Patricia, totalement vrai. C'est ce qui a déclenché la guerre dans le Donbass en 2014. Voilà. La langue est le patrimoine d'un pays, je suis totalement d'accord. Ah, le système de santé ukrainien est pire que celui de la France. Ah, je pense qu'ils sont au taquet, ouais. Non, mais non, franchement, ils ont tout détruit. Ils ont tout détruit. Non, faut payer pour tout. Enfin, c'est catastrophique. Franchement, c'est l'horreur. Le système de santé ukrainien a été complètement flingué. Après, je sais pas s'il y a des vieux qui meurent dans les couloirs, oubliés par le personnel pendant 3 jours. Vous savez, quand j'explique ça aux Russes, ils sont choqués, hein. Mais vraiment, hein. Les gens n'en reviennent pas, hein, qu'il y ait des situations comme ça en France. Pour eux, c'est impensable. Je veux dire. Même moi, ici, en zone de guerre, j'ai jamais vu ça. Mais vraiment, hein. Non. J'ai été blessé plusieurs fois, hein, pour ceux qui s'en souviennent, je me suis pété la cheville, et c'est pas la seule blessure, hein, je veux dire, je me suis cassé les 2 poignets, enfin, je veux dire, des chutes et des machins, j'en ai fait ici. Et bon, j'ai eu divers problèmes de santé qui ont nécessité que je passe à l'hôpital. Je veux dire, j'ai jamais vu le bordel. Le bordel que j'ai vu dans les hôpitaux français avant même que je parte. Et maintenant, je sais que c'est bien pire que ce que moi j'ai connu, hein, il y a plus de 10 ans en arrière. Donc, bon. Alors. Christina qui dit oui, mais les parents russes savent se faire respecter et les enfants sont polis. J'en suis un pur produit. Un papa russe, c'est un vrai bonheur. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ils arrivent à se faire respecter. Voilà.
sans être violent avec leur môme ou quoi. Voilà, il y a une autorité naturelle et ça marche très bien. En même temps, dit Sébastien, si tu te fais récupérer par le TCC en sortant de l'hôpital, t'as rien gagné. Ah oui, non, là c'est la totale, là quand même. Là, t'as pas de chance, t'as pas de chance. Non, vraiment, j'ai été prise en charge pour diverses choses. Je dirais pas le détail, mais que ce soit pour des traumas physiques ou d'autres problèmes. J'ai déjà eu à faire appeler une ambulance, etc. Franchement, j'ai jamais été aussi rapidement pris en charge, à part quand j'étais petite, en France, quand le système de santé était encore viable. Mais une fois adulte, quand moi j'étais adulte, c'était déjà parti en sucette. Et ici, enfin, je veux dire, quand je me suis cassé la cheville, franchement, j'ai pas attendu plus de 30 minutes avant de passer les rayons X. Allez, j'ai encore attendu un petit peu pour avoir le diagnostic parce qu'il y a pas mal de monde. C'était l'hiver, il y a quand même les gens commencent un peu à se casser la gueule. Hein. Bon, et allez, au bout d'une heure, j'étais dans la salle de plâtrage et au bout d'une heure trente, voilà, le plâtre était prêt. Voilà, j'ai acheté une paire de grandes béquilles, c'est celles qui se mettent sous les aisselles là. Et j'étais parti mon kiki. Hein. Au bout d'une heure et demie, je suis rentré chez moi. Enfin, je veux dire, j'ai pas passé 8 ans sur un brancard. Enfin, je veux dire. Alors, Kevin qui me dit que Yakovlev est en roue libre sur LCI. Qu'est-ce qu'il a sorti encore, cet abruti? Ah, il y a des coupures dans la transmission. Ouais, ça peut arriver un petit peu. Donc voilà, moi je vous dis, j'ai dû passer un scanner, pareil. Le scanner, en 30 minutes, j'étais dans le scanner. Je veux dire, enfin, il y a 20 ans, je me suis, j'ai abîmé pas mal de trucs. Enfin, quand j'étais encore en Belgique, je me suis cassé la jambe quand j'étais encore en Belgique, il y a 14 ans. Je veux dire, le temps que j'ai été prise en charge, je peux vous assurer que j'ai attendu pendant beaucoup plus longtemps. Ici, la seule fois où j'ai vu les gens vraiment attendre au centre traumatologique, ça a été un jour où il avait plu et ça avait gelé tout de suite. Donc tout s'était transformé en patinoire. Donc bien entendu, les mômes et les personnes âgées sont tombés en masse. Et alors là, effectivement, là t'attendais pendant des heures parce qu'effectivement, là c'était la cata. On a eu une épidémie de fractures tout simplement. Donc bon bah là, voilà. Mais en dehors de ce genre de circonstances, je veux dire, jour normal, en 1 heure et demie, t'es sorti. Hein. LCI, c'est Matrix, ils sont dans un monde parallèle. Ouais, d'accord. Donc voilà quoi. Donc c'est ça la situation. Voilà, c'est ça ce qui est devenu l'Ukraine. Là, la Russie a frappé un navire qui était dans le port d'Odessa. Ça sent la réponse du berger à la bergère pour les attaques. Hein, les 4 attaques contre des navires civils en mer Noire. Voilà, mais ça fait que commencer. Ça fait que commencer, je vous le dis. Et puis, bah écoutez, on va voir comment ça va tourner. Donc si vous avez encore des questions auxquelles vous voulez absolument des réponses avant la fin de l'année, notez-les bien et posez-les la semaine prochaine, parce qu'après, bah, ça sera 2026. Hein. Après, il faudra attendre l'année prochaine pour avoir la réponse à votre question. En Belgique, la cata des soins de santé. Ah oui, 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 oui. Oui, je confirme. Quand je me suis pété la jambe, moi j'ai halluciné. Hein. J'ai attendu longtemps. J'ai une infirmière qui a essayé, je m'étais cassé la jambe, hein, mais vraiment bien, qui a essayé de me retirer mon pantalon à la naturelle, si tu veux. Bon, enfin, j'ai eu droit à des délires. Hein. J'ai eu droit à des sacrés délires. La bouffe était dégueulasse. Là, j'ai passé quelques jours. Il m'est arrivé ici passer quelques jours à l'hôpital. Je veux dire, j'ai bien mangé. Je peux vous assurer que je finissais mon assiette. C'est très bon. Voilà, ici tu manges réellement des vrais repas qui sont préparés dans la cuisine de l'hôpital et tu manges bien. Voilà.
T'as de la viande, des pâtes, du yaourt, du jus de fruits, voilà, de la soupe. Tu manges bien. Tu manges bien, je peux t'assurer que tu crèves pas de faim. Et tu manges très très bien. C'est de la vraie nourriture, c'est pas de la merde, c'est pas de la merde en Belgique. Non, 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 franchement, j'ai passé quelques jours à l'hôpital, je me suis enfui en courant sur mes béquilles parce que c'était immonde. C'était immonde. Pour moi, le repas du soir, c'était une tartine. Quand je vous dis une tartine, c'est une tartine. Voilà. C'est un morceau de pain, un peu de je sais pas quoi dessus, et puis une tranche de jambon ou de chénékoué là-dessus, ou de fromage. Et voilà. Et ça, c'était votre repas du soir. Voilà, c'est super équilibré. Surtout quand tu t'es cassé la jambe, tu sais, que t'as besoin d'un max d'énergie pour la douleur et reconstruire ta jambe. Et voilà, j'ai adoré. Non, 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 franchement, le contraste, y a même pas photo. Faudra que je vous en parle ça un jour quand même. Voilà. Donc, on finit là pour ce soir. Je publierai comme d'habitude en cours de journée demain l'enregistrement de ce direct. Donc, je vous rappelle, le dernier direct de 2025, ça sera semaine prochaine. Dans 15 jours, il n'y aura pas de direct ni de sitrep. Donc, préparez toutes vos questions qui sont importantes pour l'année 2025. Sinon, il faudra attendre 2026. Voilà. Portez-vous bien et à la semaine prochaine.